C'est un outil de mesure uniquement. Donc ça, c'est très très important en termes de mesurer l'impact de l'activité physique sur la santé. C'est l'outil de base mondial pour mesurer l'impact. Donc les tests de condition physique, retenez que c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, vu qu'on... En fait, les tests, ça infère quelque chose. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire une échographie du cœur pour te rendre compte, par exemple, qu'il est devenu plus volumineux. Tu sais que par rapport à la performance, il y a quelque chose qui s'est amélioré. Alors ça peut être au niveau musculaire, ça peut être au niveau cardiaque, ça peut être au niveau mental. C'est difficile de distinguer, mais tu sais qu'il y a une augmentation qui a été faite là-dedans. Voilà. Et en fait, plus le test il cible une qualité particulière, ben plus tu sais que tu peux arriver à resserrer le focus sur ce que tu as travaillé en théorie. Voilà. Tu sais que si tu as augmenté ta performance en endurance, tu mets de côté le côté fort. Tu vois. C'est pour ça qu'on fait des tests par capacité ou aptitude. Et sur l'aspect du bien-être, on a aussi des outils de mesure. Okay, la plupart du temps, c'est des questionnaires. C'est des questionnaires, ça peut être des questionnaires de qualité de vie, ça peut être des questionnaires sur le niveau d'anxiété, de dépression, d'estime de soi. Tout ça, c'est des outils. Il faut utiliser des outils validés, ou en tout cas dans la mesure du possible, dans la mesure où le public avec lequel vous voulez réaliser cette mesure, il existe un questionnaire adapté à lui qui est reconnu, validé scientifiquement, il faut l'utiliser. Et c'est pour ça aussi que nos structures existent, c'est parce que quand vous êtes, plus tard quand vous serez dans vos milieux professionnels, vous n'avez peut-être pas la connaissance de tous ces textes et de quels tests il faut utiliser, etc. dans certaines conditions. Peut-être que les tests de condition physique, vous les aurez vus dans votre cursus parce que c'est plus souvent utilisé, c'est plus incontournable. Par contre, il y a certains questionnaires qui évaluent d'autres dimensions, plutôt sur l'aspect bien-être et social, qui des fois ne sont pas toujours connus. Et c'est pour ça qu'il existe des structures ressources, comme le disait Armand en introduction, comme le Provence en forme, qui peuvent vous donner aussi ce genre d'outils si un jour dans vos métiers vous en avez besoin. Et bien sûr, une autre façon de mesurer l'impact de l'activité physique sur la santé, mais là c'est pas à nous de le faire, mais c'est aux professionnels de santé, c'est tout simplement l'évolution, la stabilisation de la maladie. C'est-à-dire que dans le cadre d'une personne qui aurait des soucis de santé, si elle pratique une activité physique régulière, on peut aussi tout simplement, sans forcément s'attarder sur la condition physique ou le questionnaire des questionnaires de bien-être, si tout simplement son médecin, la partie médicale, constate que sa maladie a évolué positivement, il y a des chances pour que ce soit l'activité physique qui ait fait ça. Après, il y a des protocoles à mettre en place également, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Il n'y a pas que l'aspect purement... Une petite précision sur ce qu'on vous a dit, que les tests de condition physique. Alors ça sert à mesurer, ça sert à motiver, mais ça sert surtout à adapter l'activité, les contenus. Tu l'as un peu abordé. Ça veut dire, on va voir, voilà, je fais le bilan, je vois que sur le plan d'endurance, par rapport à la moyenne de la personne à qui je m'adresse, quelqu'un qui a 17 ans, en moyenne en endurance, on a des référentiels. On voit qu'on est en retrait, on sait que dans ce qu'on va lui proposer comme activité physique, il va falloir travailler l'endurance. Prioritairement, c'est-à-dire dans le volume de ce qu'on va travailler, on travaillera des exercices sur de la souplesse, du renforcement musculaire, et sur l'endurance, si on voit que c'est là qu'il y a une faiblesse, on va insister un peu plus là. C'est un peu ce que tu as évoqué. Le préparateur physique, il travaille comme ça aussi. Il va trouver des blocs où il faut travailler plus que sur d'autres à des moments. Même un sportif de haut niveau, il y a des moments où on fait évoluer, on recadre, on refixe les objectifs parce que là, il y a un moment où on est moins bien là-dessus. C'est pareil pour monsieur lambda. Et nous, on s'adresse à des personnes sédentaires prioritairement pour le sport santé. Le but du jeu, c'est de les reconditionner. Parce que c'est des gens sédentaires inactifs, ils ne bougent pas. Donc automatiquement, on constate évidemment beaucoup de qualités qui sont en dessous de ce qu'elles devraient être au niveau de la condition physique. Et là, on va faire des programmes qui passent partout, endurance, vitesse, on travaille un peu tout. Et selon les personnes, on va individualiser après. Et les personnes, on va insister plus sur un axe que sur un autre. Vous voyez? Et c'est tout ça, l'activité physique adaptée, ça va être ça, on va adapter l'activité physique. Après, on a un malade. Sa maladie dit qu'il ne faut pas qu'il monte sur le plan cardio à plus de temps. Allez, il ne faut pas dépasser 120.
Eh ben, nous, on va mettre une intensité, tout à l'heure la notion d'intensité, on va faire en sorte qu'il ne dépasse jamais 120. Par contre, on sait qu'il ne faut pas être à 80, parce que pour progresser, il faut être pas loin de... C'est comme le sportif qui s'entraîne pour l'endurance. Il faut aller chercher la zone, mais il ne faut pas aller dépasser la zone là, parce qu'on devient un risque. Bénéfice, risque. Il faut toujours rester avec plus de bénéfices que de risques. Et du coup, c'est tout l'art de l'éducateur, c'est d'arriver à doser les contenus d'activité physique. Donc, alors ça va être plus pour ceux qui encadrent, hein, ceux qui choisiront d'aller encadrer l'activité. Mais demain, vous faites du management du sport et vous managez des projets sport-santé, ce qui est mon cas. Si vous n'avez pas les notions de ce que vous allez construire comme projet avec les éducateurs, vous êtes hors sujet. Donc ces notions-là peuvent concerner pas que ceux qui encadrent. Il faut avoir tous mesurer ça. Voilà, ça c'est important. Voilà, voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu, on a fait les définitions, tout ça, on a bien balayé le sujet en introduction. L'activité physique maintenant dans votre environnement, où est-ce que vous pouvez en faire et comment? À la maison. Alors, dans quel cas? Ouais. À la maison, ça fait 2 fois. Alors, donc club, association sportive, ok. À la salle de sport, ouais. C'est quoi que tu as fait la salle de sport? Ah, dans une salle privée, on fait du sport. Non, parce que si je prends une salle et que je fais du sport dedans, c'est une salle de sport. Non, c'est pour ça, pour préciser. Donc c'est sur des structures où on s'inscrit, des structures privées, on s'inscrit et on a accès à une salle et à du matériel. D'accord? Asso, salle, quand tu dis dehors, c'est quoi dehors? Tu peux aller Ok, donc en autonomie, on peut pratiquer une activité physique en extérieur en autonomie, ou même chez soi, à sa maison, ok. Pratique autonome. Oh. Vous avez quand même pensé à un autre domaine, quand même, dites-moi. Hein? Ah? Ouais, Eh oui. Milieu scolaire. En fait, en base, aujourd'hui, vous êtes dans le milieu. Bien, il y a. Avec quelle autre structure, dans quel autre contexte on peut pratiquer une activité physique ou sportive? Dans le cadre de vos vacances, par exemple, des fois. Tu fais jamais? Hein? Avec la famille? Oui. Mais aussi, vous n'avez jamais fait avec des organismes privés, vous avez jamais fait de rafting, de canyoning, Donc tout ce qui est structure privée, salle de sport, c'est vrai. Après, prenons l'exemple de quelqu'un qu'on a pas mal parlé, on a fait des parallèles avec des gens qui ont des problèmes de santé. Les gens qui ont des problèmes de santé, à votre avis, vont pratiquer où l'activité sportive? Ils peuvent aller où? dans des centres de rééducation. Ouais, des structures un peu médicalisées, du genre centre hospitalier, centre de rééduc, etc. Ouais, chez un kiné. Ouais, chez un kiné, on peut pratiquer une activité physique. Oui, c'est bon. Ouais, mais ça c'est un endroit qui peut. Les très vieux, ils peuvent pratiquer où? Très vieux. En maison de retraite, il peut y avoir des activités sportives proposées. On en reparlera tout à l'heure. Ouais, vous avez quasiment tout dit. Hein. La seule chose que vous... Non, mais... Avec les villes, on peut pratiquer aussi. Et à votre âge, par exemple, si on... Peut-être qu'un jeune de 15-16 ans, 17 ans, quel est le seul endroit où il est obligé de pratiquer l'activité physique finalement? Au lycée, l'école. Voilà. Donc pour la sédentarité, des fois, et bien souvent, il n'y a qu'un seul endroit. C'est-à-dire que si tu as un mode de vie hyper sédentaire, tu viens en bagnole, à l'école,
tu ne sors pas, tu fais rien, tu restes avec des jeux vidéo autres, tu fais pas d'activité physique avec un petit peu d'intensité. Et le seul endroit qui reste aujourd'hui, c'est l'EPS à l'école. Parce que c'est obligatoire, c'est le cours obligatoire. C'est le seul endroit. Tout le reste, c'est faut avoir envie de le faire. Ça n'a pas de caractère obligatoire. Il faut s'inscrire, il faut. Hein, c'est important. Le seul lieu qu'on n'a pas mentionné, c'est en milieu professionnel. Tu peux également pratiquer une activité physique sur ton lieu de travail. Pas toujours, pas partout, mais ça peut. Dans le cadre du travail. Okay. Tout à l'heure, après il y a le comment. Ce qu'on a dit dans un club. Mais vous avez peut-être, quand vous étiez plus jeune, vous avez peut-être participé à des écoles de sport. C'est-à-dire que c'est la municipalité qui le fait. Des activités qui sont faites par des éducateurs de la mairie. Vous vous êtes inscrit, vous avez fait de la découverte d'une activité, de badminton, du basket ou autre. Vous l'avez fait à travers une activité proposée par la ville. Et ce n'est pas un club qui le faisait là. Donc ça pouvait être le même type d'activité, mais fait dans un autre contexte, avec d'autres intervenants. Voilà. Parce que sur Istres, on est quand même dans une ville un peu hors norme dans le sport. Vous avez déjà entendu parler que c'était une ville sportive, j'imagine un peu, j'espère. C'est une des villes les plus sportives en France, elle a déjà été élue la ville la plus sportive 2 fois. Et vous avez 40-50 éducateurs embauchés par la municipalité pour faire des activités dans les écoles, proposer des écoles de sport. Bon, il y a énormément d'activités qui sont proposées. Nous, on travaille dans le département, on n'a pas ça ailleurs. Et dans le département, il n'y a que à Istres qu'il y a autant d'éducateurs pour faire des activités, et notamment des activités dont vous avez bénéficié à un moment donné, c'est sûr. C'est obligé que vous soyez passé par une case à un moment donné d'activité proposée par la ville. Donc ça, c'est pour en avoir conscience, hein. C'est important aussi. Donc on peut détailler les comment hein. Ouais, dans un club, oui. Juste, il y a au Japon, ils ont un peu plus développé l'activité physique dans les entreprises. Souvent le matin, il y a un travail qui est collectif, ça permet de souder les gens. Bon, après, ils sont dans la productivité un peu différemment que ils ont tendance à travailler pour souder les gens. Et puis ils sont plus adaptés à. Ils ont une mentalité qui segmente moins le mental et le physique. Mais sinon, par exemple, au sein de l'INRS, de l'Institut national de recherche sur la sécurité, au niveau des activités physiques, en fait, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'accidents, c'est beaucoup lié aux jeunes. Il y a beaucoup d'accidents liés au manque de préparation physique dans les travaux de manutention. Et alors maintenant, il y a des routines qui se mettent en place dans le milieu professionnel où les maçons, les types qui travaillent dans le bâtiment ont en fait des routines d'échauffement avant de travailler. Voilà. Ouais, ça commence à venir. C'est pas encore dans la culture, mais ça vient. Dans le sport à l'école, on y reviendra un peu plus aussi. C'est l'évolution de l'éducation physique et sportive. Parce qu'on est parti on vous montrera des vidéos, on est parti d'une éducation physique qui était très marquée par la gym et la corrective. C'est-à-dire placement du dos. Les cours de PS se résumaient, vous savez à quoi des fois? À se positionner, placer son dos. Pendant 1 heure. Voilà, il y avait les mouvements gymniques d'ensemble de la nuit. Après, c'est passé sur une forme beaucoup plus sportive. Et là, on revient un peu en arrière, puisque vous voyez que sur le bac, sur l'aspect sportif de la réalisation motrice, c'est plus que 12 points. Et on met l'accent sur quoi maintenant? Sur 4, vous avez 4 points sur quoi? Le savoir, vous entraînez. Et après, il y a coacher, arbitrer, c'est tous les rôles sociaux. Donc on retrouve dans l'éducation physique aussi des tendances, j'allais dire, de la société en général. Mais on expliquera mieux ça. Donc, dans un club, alors. Dans un club, au sein d'un même club, il peut y avoir vraiment plusieurs façons de pratiquer l'activité physique et à destination de plusieurs publics, plusieurs tranches d'âge, de plusieurs situations, etc. La pratique de compétition, celle-là, je pense que vous savez qu'elle existe en club, il n'y a pas de problème, elle existe en plus historiquement depuis très longtemps, donc il n'y a pas de problème. La pratique de loisirs, présente dans beaucoup de clubs maintenant, pas tous, mais quand même. Pratique loisirs, en général, ça concerne un peu tout le tranche d'âge. Il y a 30 ou 40 ans, il y avait très peu de clubs qui proposaient des loisirs en club. Là, maintenant, c'est devenu
C'est même la majorité des demandes de pratique en France, c'est sur de la pratique de loisirs. Avant, les pratiquants, c'était essentiellement les clubs proposaient de la compète, tout simplement. C'est une évolution qui a eu lieu jusqu'au sport santé maintenant, donc c'est-à-dire des... Et après, en club, il peut y avoir du coup aussi des programmes très spécifiques, okay, des programmes ciblés. Et là, on a des exemples concrets à vous donner. Un programme qui s'appelle Bouger Agé, qui a eu lieu à Istres, mais qui a lieu dans un tas d'autres villes. C'est un programme qui dure quasiment une année sportive. Et c'est à destination uniquement de personnes qui ont plus de 60 ans. Et c'est de l'activité physique une fois par semaine sur une durée de 2 heures, avec plein d'activités. Pas que de la gym, c'est pas... Attention, hein, on rentre pas dans le cliché de les vieux, on leur fait faire de la gym douce. Les vieux, ils peuvent faire plein de choses. Les vieux, c'est comme... c'est des enfants, ils sont comme vous en fait. Les vieux, ils ont envie de jouer au ballon, ils ont envie de faire... La seule chose, c'est de savoir adapter. Donc ça, c'est des programmes qu'il faut adapter simplement aux capacités de ces personnes-là. Mais on peut faire, avec un groupe de seniors, une activité foot. Le foot, c'est pas réservé à Kylian Mbappé et compagnie, on est d'accord? Si. Il y a, je sais pas, vous avez entendu parler du walking football? Du walking football? Ouais, c'est une vraie discipline qui est en train de, qui est beaucoup développée, qui s'est beaucoup développée en Angleterre. C'est Messi, en fait. Exactement, Messi fait du walking football en ce moment. Le walking football, il y a des règles définies, c'est un vrai sport. En gros, si on schématise, c'est du foot sur un plus petit terrain de foot, donc c'est une surface réduite. C'est simplement que la règle, c'est qu'il ne faut pas courir. En marchant, les contacts, bien sûr, pas de tacle, etc. Mais sinon, c'est exactement pareil. Il y a un gardien, il y a alors les joueurs, je ne sais pas si, je crois que c'est 11 ou 9, je sais plus. Toujours est-il que sur des seniors, ça nous est arrivé de faire des activités de foot en fait. Comme ça peut nous arriver de proposer une séance de boxe à des seniors. Mais on ne va pas leur faire de la boxe comme vous l'entendez aujourd'hui. D'accord ? On adapte l'activité. Comment je fais une séance de boxe à des... Tout simplement, ils ne vont pas se boxer entre eux, ils vont faire beaucoup de mouvements dans le vide en fait. Ils vont travailler beaucoup sur du déplacement, etc. Et puis si on fait de l'opposition, on ne fera pas de l'opposition avec des gants de boxe, mais on fera des petits jeux du style, on leur attache une pince à linge sur le t-shirt, et ils doivent essayer de se les attraper. Ça fait appel à la boxe, à la notion d'esquive, etc. C'est juste qu'on va leur demander de ne pas trop se déplacer, etc. pour éviter le risque de chute. Rappelez-vous, le senior, moi le but c'est pas que il tombe lors de ma séance, parce que du coup fracture et du coup immobilisation, et là j'accélère sa perte d'autonomie justement, je la ralentis pas. Ok, donc ça c'est un exemple de programme qu'on fait. En gros, on enlève les situations de risque dans les activités pour adapter. On sait qu'il y a des situations dans certaines activités qui font qu'on est emballé, on risque de faire des gestes qui sont contre-indiqués. Donc ça, on va l'enlever. Voilà. C'est ça adapter. Hein. Et donc on adapte toutes les activités, mais tout est possible. Mais c'est vrai qu'après, il y a des gens qui vous disent on a dénaturé l'activité. Ah, c'est plus de la boxe, on ne se tape pas dessus. Mais non, on l'adapte. Plutôt que de ne pas la faire, cette activité, on la fait, mais pas complètement. On enlève ce qui est à risque, ce qui n'est pas adapté, ce qui n'est pas recommandé. Voilà, c'est tout. Alors c'est simple, dit comme ça, c'est pas simple à adapter. Hein. Parce qu'en fonction des profils des personnes, il faut adapter différemment. Mais c'est une notion très importante, d'être capable d'adapter. Et donc ça, plus tard, si certains d'entre vous veulent faire ça, typiquement, c'est en licence, dans la licence ou STAPS activité physique adaptée, qu'on apprend tout ça. Okay, bien sûr que... Pourquoi ces secteurs-là vont se développer, à votre avis? Celui-là spécifiquement. Celui-là, vous avez de plus en plus de vieux. Pourquoi? Mais c'est vrai. Voilà. Alors, l'espérance de vie augmente, mais surtout, on va rencontrer en France et en Europe des populations avec des personnes âgées de plus en plus nombreuses. Voilà, c'est dit avec les bons mots, mais quand tu as dit il y a de plus en plus de vieux, on dit la même chose. Non, mais c'est la même chose. Après, tu le dis simplement, mais on parle de la même chose. C'est une réalité.
Le vieillissement de la population, ça veut dire que la population âgée, elle sera plus nombreuse. Donc, il y a de plus en plus de vieux. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, c'est pas péjoratif, hein. C'est une réalité. Et l'évolution de notre société, de point de vue intellectuel, mental, etc., maintenant nous fait porter un regard sur cette tranche d'âge qui n'était pas le même qu'il y a 30 ans. Je prends un exemple très rapidement. Regardez ce qui s'est passé sur ne serait-ce que la crise du Covid. C'est-à-dire que vous avez été obligé de vivre des choses pour protéger qui en fait? Les personnes à risque. Les personnes à risque et les personnes âgées. Donc il y a un effet de solidarité, et maintenant sur ces tranches-là de personnes âgées, on s'oblige et on a évolué là-dessus humainement. On veut avoir beaucoup de considération, leur apporter un bien-être maximal, même dans les derniers mois. On est d'accord dans votre document écrit, quand vous allez rendre un devoir ou autre, vous ne mettez pas qu'il y a de plus en plus de vieux. Vous avez le droit aussi d'utiliser des termes un peu plus... Et donc, vieillissement de la population, c'est un truc que vous pouvez maîtriser. Hein, c'est pas un vocabulaire non plus scientifique et incroyable. Donc, il y a le langage parlé, et il y a aussi faire un effort quand on va retranscrire les choses. Hein.